L'eau des collines de Marcel Pagnol. Deuxième partie, Manon des Sources. La plantation des œillets au romarin prospérait et faisait parler au village. La seconde année fut triomphale. 2 grandes gelées avaient dévasté les plantations de la Côte d'Azur et le prix des œillets avait triplé. Casimir dit « Il faut beaucoup d'eau pour les œillets ». Lui, il a la chance d'avoir retrouvé la source, celle que le pauvre bossu a tant cherchée. « Ça rapporte bien les œillets, dit Cabridan. « C'est surtout les fêtes qui rapportent, dit Hugolin. La Noël, c'est la meilleure. » « Et les morts, ça rapporte les morts ?» demanda Pamphile. « Ça rapporte les morts, oui, pas mal, dit Hugolin. « Ça dépend des morts, dit Casimir. Il y en a qui vous laissent un gros héritage, et d'autres, des fois, qui viennent vous tirer par les pieds la nuit. » Cependant, Manon, sa mère et la vieille Bastine vivaient dans la grotte du Plantier, au fond des solitudes odorantes des Garrigues. Pour aimer, la mort de son mari avait troublé sa raison. Elle allait cueillir des fleurs dans la colline en chantant l'opéra « Véter ou Lacmé ». Une fois les chèvres traites par Baptistine, Manon partait chaque matin son bâton à la main en poussant le petit cri aigu des bergères « Bili, 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 bili !» Le troupeau sortait au galop, suivi de l'ânesse et du chien noir Bicou. Dans son dos, elle portait une petite musette dans laquelle elle gardait ses petits trésors, dont les 2 harmonicas des temps heureux. Elle passait des heures sur la roche plate et lisait tous les livres de son père, l'Iliade, Robinson Crusoe. Parfois, dans la marge, il y avait des annotations de la main paternelle. Alors elle baisait la chère écriture et regardait au loin la crête féroce du mont Saint-Esprit, le fameux récif éventreur de nuages qui avait ruiné son père. Au village, la vieille institutrice prit sa retraite. C'est pourquoi l'on vit arriver un jeune instituteur. Il s'appelait Bernard Olivier, 25 ans, la voix grave et musicale, intéressé par les collines car passionné de minéralogie. Et ces collines contenaient des roches rares, des bauxites et des lignites. Manon le regardait, intéressé, du haut des rochers les plus hauts, et sans qu'il s'en aperçoive. Il aimait prendre son repas sous un arbre et côtoyait les chèvres et l'ânesse, très intéressé par son repas. Mais jamais la bergère. Bernard questionnait au village, et Pamphile lui raconta toute l'histoire de Jean de Fleurette et de la jeune bergère, sa fille, Manon. Dans le même temps, Hugolin allait tendre des pièges, lui aussi dans la colline. Il suivait les traces de Manon, qu'il trouvait très belle. Le papet, d'un air grave, lui dit « Tu as bientôt 30 ans, et tu es le dernier des Soubérans. Et il y a bien 2 ou 3 filles au village que tu pourrais marier. » Mais Hugolin, depuis qu'il avait vu Manon dans les collines, cette belle jeune fille de 16 ans, ne pensait plus qu'à elle. Et il dit au papé que ces filles-là ne l'intéressaient pas du tout. Le papé lui dit « Bon, je te demande qu'une chose. Quand tu choisiras la femme, pense aux enfants. Ne te laisse pas escagasser par une jolie figure. Ce qu'il faut, c'est des hanches larges, des jambes longues et de beaux gros tétés. » Hugolin est fou d'amour pour Manon, mais il comprend très vite qu'elle ne veut pas de lui. Il est la cause de la mort de son père. Il s'était cousu sur la peau le ruban des cheveux de Manon qu'il avait trouvé accroché dans un buisson. La blessure s'était infectée, et pour lui, c'était le signe que jamais il n'aurait Manon, qui, elle, n'était pas indifférente à l'intérêt que lui portait monsieur l'instituteur. Cachée dans les fourrés, Manon avait entendu des conversations de villageois qui lui avaient glacé le dos. Ainsi, tout le village savait et n'avait rien dit.
elle ne décolérait pas. Elle voulait venger son père et aller mettre le feu aux œillets du Golin. Après une journée de pluie consacrée à la récolte des escargots, le soleil reparut et les collines fumantes verdoyèrent. Manon repartit avec son troupeau le long des roches brillantes. Un de ces jeunes chevreaux, un petit mâle hasardeux, s'était éloigné du troupeau. Puis il disparut complètement dans un fourré. Bicou essaya de le suivre et aboya pour alerter sa maîtresse. Manon traversa le fourré à son tour, tira Bicou par la queue pour le dégager, et des petits gémissements exprimaient une véritable consternation du chevreau. Elle se glissa dans l'étroitesse du passage et découvrit une grotte. Elle reviendrait à la nuit tombante, munie d'outils et de bougies. Pendant son absence, le chevreau avait réussi à ressortir. Alors Manon se mit à l'ouvrage. Ce n'était pas un travail facile. Au bout d'une heure, elle réussit enfin à élargir l'entrée de la grotte. Elle put y pénétrer en rampant. Ce n'était pas une cathédrale souterraine, mais une sorte de galerie de mine, ornée de chandelles de pierre rougeâtre. Elle avança prudemment et découvrit une salle assez basse, sous une herse de stalactites. Elle entendit un murmure, une chanson cristalline. L'eau était là. Des larmes montèrent à ses yeux. C'était l'eau des collines, celle qui aurait pu sauver son père, et qui gaspillait sa richesse dans la roche stérile et la nuit souterraine. Elle plongea sa main jusqu'au fond et en remonta une poignée de sable qui paraissait presque noire. Elle rampa dans le tunnel jusqu'à la lumière du jour, et sur sa paume grande ouverte, le soleil enfin charitable illumina le sable rouge du bassin. Le bassin de la perdrix, la réserve du village. Et elle savait qu'après les gros orages, l'eau du bassin rougissait. Alors elle plongea le petit râteau au fond de la flaque, gratta le fond, et c'est alors qu'un nuage rouge monta à la surface. Elle gratta encore plus. Puis elle se mit à courir vers le bassin du village. Elle attendit un peu, et comme elle s'y attendait, une volute rouge sortit tout à coup du tuyau. C'était bien la source du village. Alors elle se dit que la Providence lui accordait la ruine du Golin et la punition du village qui s'était tu. Sa stratégie fut vite mise sur pied. Réunir tout le matériel nécessaire et retourner cette nuit boucher la source du village. Les œillets miraculeux allaient mourir, comme les maïs et les courges de son père. Tremblante d'émotion, Manon riait et pleurait en même temps. L'eau cessa d'arriver au bassin. Le village serait désespéré de voir toutes les cultures mourir. Le boulanger ne pourra même plus faire de pain. Il y eut une grande réunion chez le maire avec l'administration de l'eau. Ce fut très mouvementé, et finalement, en n'ayant d'autre solution, l'administration envoya des citernes en dépannage, en attendant que l'eau revienne, ou pas. Hugolin faisait des allers-retours avec ses mulets pour remplir ses barriques, plusieurs voyages par jour, même la nuit. En marchant, il parlait à ce pauvre monsieur Jean. Les remords le rongeaient, il devenait fada. Alors le curé organisa une procession et demanda à Manon d'y venir, mais elle dit au curé « Je ne veux pas prier pour l'eau des criminels qui ont volé celle de mon père. »« Comment ? Je ne comprends pas, dit Bernard. »« Mais eux, ils savent, dit Manon, en montrant du doigt. Ils savent tous de quoi je parle. Et pourquoi aujourd'hui Dieu les a punis. Il y a 2 criminels, dit Manon. Les voilà, tout en montrant du doigt le papé et Hugolin. Comme par miracle, en ce dimanche, l'église était pleine pour la messe. Même ceux qui, d'habitude, allaient plutôt au café en face. Manon aussi était là. Le prêche du curé disait que le repentir sincère efface tout, qu'il n'y a pas de crime qui ne puisse être pardonné. Pour être aimé de Dieu, il ne suffit pas de ne pas faire le mal.
La vertu, ce n'est pas de se taire, de fermer les yeux. La vertu, c'est d'agir et de faire le bien. L'après-midi de ce dimanche fut lugubre. Le papet fit prévenir monsieur le maire. Hugolin s'était pendu à une branche du grand olivier. Hugolin fit une grande lettre au papet. Il donnait tout son bien à Maman. Et il terminait par cette phrase: « Adhésias, mon papé, ça me fait peine de te quitter, mais rester je ne peux pas. » Au bout d'une semaine de souffrance pour tout le village, et après avoir convaincu Manon, l'instituteur l'aida à aller dans la grotte pour déboucher la source. Alors tout le monde criait de joie. C'est un miracle, et la vie put reprendre son cours. Manon et Bernard se marièrent, robe de tulle blanc et couronne de fleurs d'oranger. Un an plus tard, la vieille Delphine, aveugle, revint au village, et un soir d'automne, le papet était allé porter quelques œillets sur la tombe d'Hugolin. Il trouva Delphine assise sur le banc. Ils bavardèrent devant le cimetière, en tournant le dos au soleil couchant, dont les derniers rayons leur chauffaient les épaules. Le papet lui parlait de l'Afrique, des moutons rôtis entiers dans des trous de braise, de la vie là-bas, de ses blessures, des grands feux, des petites danseuses arabes qui faisaient la danse du ventre, au son des flûtes et des tambourins. Mais Delphine lui dit: « C'est bien joli la danse du ventre, mais tu as fait une belle bêtise quand tu étais là-bas. » « Une bêtise, dit le papet. Eh bien, moi, je ne vois pas de quoi tu veux parler. Tous les officiers étaient contents de moi. Quand j'ai été blessé, ils allaient me nommer caporal. Et quand je dis une bêtise, mais c'est même presque un crime. Moi, je te parle d'une lettre que tu as reçue. » « Une lettre? Mais quelle lettre? » « Une lettre qui méritait bien une réponse. Et toi, tu n'as pas répondu. » « Mais une lettre de qui? » ?»« De Fleurette. »« Fleurette? Tu es sûre, Delphine? » ?»« Oh oui, c'est même moi qui l'ai donnée au facteur. Fleurette ne voulait pas être vue. »« Mais Delphine, une lettre de Fleurette, je ne l'aurais pas oubliée. J'ai même encore une épingle noire de ses cheveux. Mais quand je suis revenue au village, elle n'était plus là. Elle était mariée à ce forgeron de Crespin. Et même qu'elle avait un enfant. Delphine, joignant les mains. Comment est-ce possible que cette lettre se soit perdue? Mais là-bas, tu sais, un jour on était dans le bled, un autre jour dans les montagnes, on changeait souvent de camp. Mais cette lettre, si je l'avais reçue, je la connaîtrais par cœur, encore aujourd'hui. Tu crois qu'elle m'aimait? Imbécile! Elle te disait qu'elle t'aimait et qu'elle était enceinte, et que si tu écrivais à son père pour lui promettre de l'épouser, elle t'attendrait au village. Personne ne se serait moqué d'elle. Elle ne dormait plus, la pauvre, et elle a essayé de faire passer le petit avec des tisanes du diable. Alors, n'ayant pas de réponse, elle est allée danser à Aubagne, elle y a rencontré le forgeron de Crespin et l'a épousé, heureuse de quitter le village et de s'installer à Crespin. César dit: « Et l'enfant, il est né vivant? » « Oui, dit Delphine, vivant, mais bossu. »« Bossu » murmura César. Il reçut ce mot comme un coup de poignard. Il était comme paralysé. Il resta figé sur ce banc, et un grand froid monta dans son ventre et dans son cœur. La vie s'arrêta net. J'entends les pas de Clairette qui vient me chercher. À demain, César. Je vais prier pour toi.